L'ASS comme ordre idéologique, l'antisémitisme comme mission, l'SS non pas être conçu comme une force de police ordinaire, ni comme un simple corps militaire. Dès leurs origines, elles ont été pensées comme une élite armée, destinée à protéger le régime et surtout à exécuter sa vision du monde sans hésitation. Dans ce cadre, l'antisémitisme n'était pas un simple préjugé parmi un catalogue de haines, c'était le centre interprétatif avec lequel les SS expliquaient l'histoire, la politique et même la biologie. Il ne s'agissait pas seulement de mépris ou d'aversion, mais d'une conviction programmatique, l'idée que l'existence juive était, par définition, une menace totale qui devait être neutralisée. Les SS sont nés comme gardes personnels et structures de sécurité du mouvement nazi, mais sous la direction de Heinrich Himmler, elles se sont transformées en une institution avec une identité propre. Himmler a promu l'idée que les SS devaient ressembler à un ordre, avec une discipline, des rituels, des codes internes et un sens de l'appartenance qui remplaçait toute loyauté antérieure. Famille, église, classe sociale ou tradition militaire. Cet ordre devait incarner le noyau du national-socialisme et le national-socialisme, dans sa version la plus radicale, plaçait les Juifs comme ennemis essentiels. Pourquoi cette obsession? Parce que l'idéologie nazie ne se limitait pas à proposer un programme politique à court terme. Elle présentait une narration du monde où tout se réduisait à une lutte biologique entre races pour la survie. Dans cette narration, le peuple allemand n'était pas seulement une citoyenneté, c'était un organisme vivant qui devait être défendu, purifié et étendu, et les Juifs apparaissaient comme l'élément corrompu par excellence, un agent qui, selon le mythe nazi, infiltrait les nations, mélangeait les sangs, déformait les cultures et, en plus, manipulait l'économie et la politique. Les S ont adopté cette construction comme un dogme opératif. Il est important de noter que cette vision n'est pas apparue de nulle part. L'antisémitisme européen existait bien avant, avec des racines religieuses, sociales et politiques. Mais ce que le nazisme a fait, c'est de transformer cet antisémitisme en un système total, avec une prétention scientifique et des conséquences administratives. Les SS ne se contentaient pas de croire en la haine et l'organisation, là où d'autres voyaient un préjugé, les SS voyant une mission historique, là où d'autres voyant une minorité, les SS voyant un principe explicatif du monde. Cette transformation de la haine en mission s'est appuyée sur deux piliers. Le premier était l'idée d'un ennemi absolu. Un ennemi conventionnel se confrontait avec des accords, des redditions ou des limites. Un ennemi absolu, en revanche, se définit comme existentiel. S'il existe, il nous détruit. Selon cette logique, il n'y a pas de négociation possible. Les S ont adopté cette mentalité et l'ont transformée en culture institutionnelle. Les Juifs n'étaient pas présentés comme des adversaires politiques avec des intérêts différents, mais comme un principe qui supposément opérait derrière tous les problèmes. Défaites militaires, crise économique, décadence culturelle, conflits sociaux. Si tout le mal pouvait être expliqué par le juif, alors le combat contre les juifs devenait, pour les SS, l'acte le plus rationnel et nécessaire. Le deuxième pilier était l'idée de pureté et de sélection. Les SS se sont construites comme une communauté biologiquement supérieure au sein du régime lui-même. Les critères d'admission, les vérifications généalogiques, les contrôles de comportement et la pression pour s'adapter à un idéal de l'homme SS nourrissant une identité d'élite. Mais toute élite a besoin d'un miroir sombre pour se définir. Dans la logique des SS, la supériorité propre s'est confirmée en désignant l'autre comme son opposé, impur, dégénéré, dangereux. Ainsi, le juif est devenu le contre-modèle justifiant l'existence même de l'institution, la socialisation interne renforcée celle dès le premier jour. Le recrue de ces était introduit dans un univers de symboles, de lectures, de conférences et de camaraderie où l'antisémitisme fonctionnait comme un langage commun. Il n'était pas nécessaire que chaque membre ait des expériences personnelles négatives avec des juifs. En fait, beaucoup n'en avaient pas. Ce qui comptait était qu'au sein des SS, le juif était une catégorie abstraite chargée de culpabilité collective. On parlait du juif comme d'une entité unique, dotée de sa propre volonté, capable de conspirer à l'échelle mondiale. L'abstraction est essentielle, elle facilitait le passage de l'hostilité à la déshumanisation et de la déshumanisation à la violence sans frein. À cela s'ajoutait le rôle spécifique des SSS en tant qu'instrument de sécurité et de contrôle. Leur fonction quotidienne n'était pas de débattre d'idées, mais d'agir,
surveiller, enregistrer, arrêter, classifier, expulser. Cette culture opérative s'adapte très bien à une idéologie qui transforme les gens en dossiers. L'antisémitisme des SS n'était pas seulement émotionnel, il était bureaucratique. La question n'était pas « que pensais-je de cet individu ?», mais « à quelle catégorie appartient-il ? Quelle mesure s'applique ? Quelle procédure est appliquée ?» Cette manière de regarder l'autre fait en sorte que la haine devienne plus froide, plus stable et plus facile à exécuter en masse. L'élément de concurrence interne au régime nazi a également joué un rôle. Au sein d'un système qui récompensait le radicalisme, progresser impliquait souvent de démontrer une plus grande dureté, une pureté idéologique accrue, une efficacité répressive supérieure. Les SS, en particulier, se concevaient comme le bras qui ne devait pas faillir. Si le nazisme se proposait de réorganiser l'Allemagne puis l'Europe, quelqu'un devait le faire sans hésitation. La haine anti-juive, au sein des SS, est devenue une sorte d'épreuve de loyauté. Il ne suffisait pas d'obéir, il fallait croire et montrer que l'on croyait. À ce stade apparaît une dynamique psychologique importante. Lorsqu'une institution construit son identité autour d'un objectif moralisé, tout acte peut être justifié comme un sacrifice nécessaire. Et si, de plus, l'ennemi est décrit comme omniprésent et trompeur, alors s'installe une suspicion permanente. Pour les SS, le juif n'était pas seulement quelqu'un de visible au sein d'une communauté. Il était aussi une menace invisible, capable de se cacher, de se dissimuler, de se fondre dans la masse. Cette obsession de l'occulte nourrissait la paranoïa et donnait l'impression que la répression était toujours insuffisante. Les SS ont été formés pour être le noyau dur du régime, et le noyau dur du régime avait besoin d'un ennemi total pour souder les loyautés et donner un sens à sa violence. Dans cette construction, les Juifs ont été placés au centre du récit, non comme citoyens, ni comme minorité, mais comme la pièce qui expliquait l'histoire et rendait la persécution pensable comme un destin. Une fois cette idée installée, l'étape suivante n'a pas nécessairement été un saut soudain vers l'extermination, mais un processus de radicalisation combinant loi, police, guerre, bureaucratie et accoutumance. C'est à ce moment-là que l'antisémitisme des SS a cessé d'être un discours pour devenir une méthode. Du préjugé au système, propagande, science raciale et conspiration. La haine des SS envers les Juifs ne reposait pas uniquement sur des slogans. Pour que cette haine puisse se transformer en politique, puis en pratique quotidienne, elle avait besoin de quelque chose de plus stable que l'émotion. Elle nécessitait un cadre mental paraissant logique, une explication totale du monde qui transforme la violence en nécessité. C'est là qu'intervient le deuxième grand engrenage, la combinaison de la propagande, des théories du complot et d'une prétendue science raciale qui cherchait à démontrer, sous une apparence technique, que l'antisémitisme n'était pas un préjugé, mais une forme de hygiène de l'État. Dans la culture SS, le juif fut construit comme un ennemi doté de deux caractéristiques clés. Premièrement, un ennemi biologique, c'est-à-dire défini par le sang et non par des idées ou des comportements individuels. Deuxièmement, un ennemi politique global, capable d'agir de manière coordonnée à travers les frontières, les finances, la presse et les partis. Cette combinaison était parfaite pour justifier toute mesure. Si l'ennemi est biologique, on ne le corrige ni ne l'intègre. On l'élimine ou on le sépare. Si l'ennemi est global, il n'y a jamais de point d'arrivée. Il y aura toujours infiltration, toujours menace, toujours des raisons de durcir. La propagande nazie répétait depuis des années que les Juifs étaient responsables de la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale, de l'effondrement social, de l'inflation, du chaos culturel de la République de Weimar et de la montée du communisme. Il est essentiel de comprendre la fonction psychologique de ce récit. Il offrait un coupable unique à des problèmes complexes et le faisait dans un langage d'urgence. Les SS ont absorbé cette explication comme une sorte de manuel de lecture du présent. Les faits réels importèrent peu. L'essentiel était que tout puisse s'inscrire dans un schéma fixe. Or, un schéma fixe est extrêmement utile pour une institution qui doit agir vite et avec brutalité, car il réduit les doutes et élimine les nuances. Mais la propagande n'agissait pas seule. Elle s'appuyait sur le prestige social que conservaient encore, dans l'Europe de l'époque, certaines idées pseudo-académiques. L'anthropologie raciale, l'eugénisme, la mesure des crânes, l'obsession de classifier les populations selon des traits physiques. Rien de tout cela n'a été inventé par les nazis, même s'ils l'ont poussé à l'extrême. Entre les mains des SS, ces courants se sont transformés en instruments. Ils donnaient une légitimité technique à une décision moralement monstrueuse.
Si le juif était une race et si cette race était dégénérative, alors la persécution pouvait être présentée comme une prophylaxie. Himmler et l'appareil SS ont vigoureusement promu cette vision. L'objectif n'était pas seulement de convaincre le grand public, il s'agissait de former un noyau de fonctionnaires, de policiers et de cadres intermédiaires capables de se dire « ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'ordre ». La SS, par sa nature bureaucratique, avait besoin que la violence soit administrable. La pseudoscience offrait précisément cela, un langage de formulaires et de catégories. Il ne s'agissait pas d'attaquer des personnes, mais de classifier, identifier, séparer, relocaliser, traiter. Chaque verbe sonne technique et chaque verbe dissimule un acte d'agression. Un moment décisif de cette transformation fut la conversion de l'antisémitisme en loi. Lorsqu'une haine devient législation, elle cesse d'être une opinion pour devenir une structure. Les SS ont opéré au sein d'un État qui fermait progressivement des portes, excluait des professions, restreignait des droits et enregistrait des généalogies. Il est tentant de voir ces mesures comme un « avant » relativement modéré par rapport à ce qui allait suivre. Mais du point de vue des SS, elles constituaient une victoire. Elles prouvaient que l'ensemble de l'État était en train d'être réorganisé autour de son ennemi central. Ce qui était en jeu, c'était la normalisation. Lorsque la discrimination devient une routine légale, l'escalade suivante devient moins difficile. La conspiration fut le ciment émotionnel de ce système. L'idée d'un pouvoir juif mondial permettait d'expliquer toute résistance, toute critique ou tout échec. Si l'Allemagne faisait face à des sanctions, c'était le judaïsme international. S'il y avait une opposition interne, c'était des agents. Si l'économie échouait, c'était du sabotage. La valeur d'une théorie du complot ne réside pas dans sa cohérence, mais dans sa capacité à absorber toute preuve contraire. Et cela convient parfaitement à une organisation comme la SS, qui doit agir sans s'arrêter pour reconsidérer. Si tout peut être interprété comme faisant partie du complot, alors la répression est toujours justifiée. Ce point est crucial. Dans l'esprit des SS, le juif était un ennemi métaphysique, presque une force abstraite traversant l'histoire. C'est pourquoi la haine paraissait si totale. Il ne s'agissait pas de la haine d'un voisin réel, avec un visage et un nom, mais d'une figure représentant la corruption du monde. Et lorsque l'ennemi est une idée incarnée dans des personnes, le passage à la déshumanisation est rapide. On cesse de voir des individus pour ne plus voir que des symboles. Dans ce contexte, la brutalité n'est pas seulement permise, elle est interprétée comme une cohérence idéologique. La SS a également utilisé l'antisémitisme pour construire la discipline interne. Le langage de la guerre contre l'ennemi juif créait un climat de combat permanent. Un membre des SS devait être vigilant, dur, sans compassion, et se méfier des sentimentalismes. La compassion était présentée comme une faiblesse, le doute comme une trahison. Dans cette culture, haïr devenait une manière d'appartenir. Et appartenir signifiait progresser, être accepté, ne pas être marginalisé au sein du groupe. Le système s'est également maintenu grâce au caractère graduel de la persécution. La radicalisation ne fut pas, au départ, un seul acte extrême, mais une séquence. Boycott, exclusion, recensement, stigmatisation, expulsion, confinement, déportation. Chaque étape créait un nouveau normal. Et lorsque la normale devient normale, la frontière morale se déplace. La SS fut le moteur institutionnel de ce déplacement, car elle était conçue pour exécuter des mesures impopulaires avec efficacité et pour repousser les limites sans reculer. Sa formation, sa discipline et sa culture d'élite lui donnaient le sentiment d'être autorisé à aller plus loin que les autres organismes. Un autre élément clé fut la guerre culturelle. Le nazisme et la SS présentaient la modernité comme une décadence et associaient cette décadence au judaïsme. Art, musique, presse, pensée critique, sexualité, cosmopolitisme, tout pouvait être étiqueté comme dégénéré et, par extension, juif. L'opération était simple. Si quelque chose dérange ou défie, on le marque comme une infection. La SS a adopté cette manière de classer le monde parce qu'elle renforçait son identité de gardienne d'une pureté idéalisée. Avec le temps, ce système a produit un effet pervers. La persécution a commencé à générer sa propre preuve. Lorsqu'on isole une population, qu'on l'appauvrit, qu'on la stigmatise et qu'on la contraint à survivre dans des conditions extrêmes, apparaissent des scènes de désespoir, des marchés noirs, des migrations chaotiques, des ruptures familiales.
La propagande nazie et la SS utilisaient ces conséquences comme preuve que la population persécutée était problématique. C'est un cercle fermé. On crée le dommage, puis on en accuse la victime. En 1939, l'antisémitisme des SS n'était déjà plus seulement une conviction. C'était un système doté d'archives, de bureaux, de procédures et de personnel spécialisé. Le juif était devenu une catégorie administrative de l'État, un objet de gestion. Et lorsqu'un groupe humain devient un objet bureaucratique, la violence peut facilement s'intensifier. On ne voit plus une personne, mais un dossier à traiter. Ce passage explique pourquoi la haine des SS ne s'épuisait pas et ne se modérait pas avec le temps. Au contraire, plus on investissait dans cette machine, plus elle devait justifier son existence. Et une machine qui vit d'un ennemi tend à se radicaliser, car elle cherche toujours la mesure définitive. Avec la guerre en cours, cette logique trouva le cadre parfait. Le conflit total autorisait des solutions toujours plus extrêmes et la SS se prépara à les exécuter. Carrière, obéissance et brutalisation. Comment la SS a transformé la haine en routine? Lorsqu'une institution adopte un ennemi absolu et le transforme en catégorie légale et bureaucratique, il reste encore une étape décisive. Comment parvient-elle à faire en sorte que des milliers de personnes soutiennent la violence jour après jour, non comme une explosion exceptionnelle, mais comme un travail? Dans le cas des SS, la haine envers les Juifs est devenue une routine par une combinaison d'incitations matérielles, de culture interne, de discipline, d'ambition professionnelle et d'un processus progressif de brutalisation. Et ce point est essentiel. Il ne suffit pas de croire en une idéologie. Il faut construire un environnement où agir au nom de cette idéologie est ce qui est normal, récompensé et attendu. Les SS n'étaient pas un bloc uniforme. On y trouvait des fanatiques, des opportunistes, des bureaucrates, des hommes en quête de statut, des jeunes désireux d'appartenir à un groupe, mais aussi des individus qui se sont adaptés à un courant perçu comme irrésistible. Ce qui les unifiait, c'était la structure. Une organisation qui récompensait la dureté, punissait le doute et offrait une carrière liée à la répression. Dans ce contexte, l'antisémitisme a cessé d'être un simple sentiment pour devenir un capital, une manière de prouver sa fiabilité, de progresser et d'intégrer des réseaux de pouvoir. Le premier facteur fut la logique de carrière. Dans un régime qui poussait constamment vers des solutions toujours plus radicales, de nombreuses promotions étaient liées à la capacité d'accomplir des tâches difficiles sans les remettre en question. La SS se définissait par son efficacité. Et dans un système de persécution, l'efficacité se mesurait en chiffres. Registres complétés, déportations organisées, ghettos surveillés, biens confisqués, opérations menées à bien. La cruauté n'était pas un excès, elle était un signe d'engagement. Celui qui appliquait les mesures avec mollesse pouvait être perçu comme faible ou peu fiable. Celui qui se montrait implacable, en revanche, prouvait qu'il appartenait au noyau dur. Le deuxième facteur fut l'obéissance, mais non pas comprise comme une simple discipline militaire, plutôt comme une obéissance idéologique. Dans la culture SS, obéir au Führer et obéir à la mission raciale revenait à une seule et même chose. Cela produisait une forme de blindage mental. On n'obéissait pas à un supérieur humain, mais à un destin historique. Et lorsque l'ordre est perçu comme un destin, la responsabilité personnelle se dilue. À cette obéissance s'ajoutait l'apprentissage de la déshumanisation. La SS a appris à regarder les personnes comme des catégories. Le langage interne y contribuait. On parlait d'éléments, de dangers, de mesures, de relocalisation, de traitements spéciaux. Ce n'est pas un détail sémantique, c'est une technologie morale. Si l'autre n'est pas nommé comme une personne, il devient plus facile de ne pas ressentir le frein intérieur qui apparaît habituellement face à la souffrance. La SS, par sa conception même, a transformé cette technologie en habitude. Le travail quotidien dans les bureaux, les casernes, les gares et les patrouilles renforçait une perception froide. Le juif comme problème administratif. La routine agissait aussi par fragmentation. Tous ne tiraient pas, tous ne gardèrent pas, tous ne décidèrent pas. Beaucoup remplissaient des formulaires, apposèrent des cachets, calculèrent des quotas de transport, administraient des biens confisqués. Cette division des tâches est fondamentale pour comprendre comment un système de haine se maintient. Chaque individu peut se percevoir comme un rouage mineur. Le responsable d'un registre pense qu'il ne fait qu'enregistrer. Le responsable d'un train pense qu'il ne fait que transporter. Le garde du périmètre pense qu'il ne fait que surveiller.
Ensemble, cette somme produit le résultat final. La SS, en tant qu'organisation, fut particulièrement efficace dans cette fragmentation car elle disposait de structures policières, administratives puis militaires permettant de répartir les fonctions. Mais la brutalisation ne fut pas uniquement bureaucratique. La guerre a ouvert des espaces où la violence s'exerçait de manière directe et répétée, et cette répétition engendre l'accoutumance. Dans les territoires occupés, le contact quotidien avec les populations persécutées se faisait dans des contextes de faim, de peur et de contrôle armé. Dans ce cadre, l'empathie s'érode par plusieurs mécanismes. Le stress, la pression du groupe, le sentiment d'impunité et l'apprentissage que la douleur d'autrui n'entraîne pas de conséquences pour celui qui la provoque. La SS a construit un climat où les conséquences retombèrent presque toujours sur la victime et non sur le bourreau. Un autre élément fut celui de la complicité irréversible. À mesure qu'un individu participe à des actes de violence, il devient psychologiquement coûteux d'admettre que ce qu'il fait est criminel. Pour préserver sa propre identité, beaucoup s'attachent encore davantage à l'idéologie. Si l'idéologie est vraie, alors la violence est nécessaire. Si l'idéologie est fausse, alors il faut se reconnaître coupable. Cette alternative pousse à la radicalisation. Dans la SS, ce mécanisme fut particulièrement puissant, car l'institution fournissait en permanence un récit justificatif. Discours, formation interne, publication, camaraderie. L'idéologie fonctionnait à la fois comme anesthésiant et comme bouclier. Le groupe jouait également un rôle central. La SS cultivait un sentiment de fraternité qui n'était pas seulement affectif, mais aussi opérationnel. Dépendance mutuelle, secrets partagés, risques partagés. Dans un tel groupe, refuser de participer peut signifier l'isolement, la suspicion ou la sanction. Mais même sans menaces explicites, la pression sociale est immense. Personne ne veut être vu comme celui qui ne tient pas, qui s'attendrit, qui trahit. Et lorsque la dureté devient une valeur, la violence devient une preuve d'appartenance. À cela s'ajoutait la dimension matérielle. La persécution produisait des butins, propriétés confisquées, postes libérés, opportunités de logement, objets personnels, réseaux d'influence. Tous n'agissaient pas par cupidité, mais la cupidité a lubrifié le système. La SS, dans de nombreux contextes, administrait et contrôlait des biens spoliés. Cette dynamique a un effet corrosif. Lorsqu'une personne en bénéficie, même indirectement, elle a une raison supplémentaire de soutenir la persécution. La haine se trouve alors renforcée par l'intérêt. Parallèlement, la SS évoluait dans un cadre de légalité fabriquée. Le régime produisait des décrets et des ordres qui transformaient le crime en procédure. Cela offre une autre couche de tranquillité psychologique. Si c'est légal, ce n'est pas de ma faute. La SS a exploité cette confusion entre légalité et moralité. Dans un État totalitaire, le légal peut être monstrueux, mais pour celui qui agit à l'intérieur de cette structure, le document tamponné peut fonctionner comme une absolution. Et plus il y a de tampons et d'ordres, plus il devient facile d'agir sans réfléchir. La radicalisation s'est poursuivie avec un élément idéologique supplémentaire, l'idée que l'ennemi juif se confondait avec d'autres ennemis. Dans l'esprit SS, judaïsme et bolchevisme étaient présentés comme faisant partie d'une même entité. Cela permettait d'interpréter la guerre contre un État ennemi comme une guerre contre un groupe humain intérieur. Le résultat fut une fusion des objectifs, combattre l'adversaire militaire et nettoyer le territoire simultanément. Cette fusion intensifia la violence, car il ne s'agissait plus seulement de contrôle social, mais de sécurité dans une guerre totale. La brutalisation s'est consolidée dans la pratique. Arrestations nocturnes, déportations, gardes, rafles. Chaque répétition se normalise. Ce qui, au début, peut provoquer un malaise devient ensuite un métier. Et le métier, avec le temps, peut devenir de l'indifférence. La SS opérait selon des procédures laissant peu de place à la réflexion. Il y avait des objectifs, des calendriers, des ordres et des hiérarchies. La machine exigeait un mouvement constant. Et le mouvement constant étouffe le doute. Il est important de souligner ceci. La haine SS n'était pas seulement irrationnelle. C'était une haine rationalisée. Elle s'est construite comme une explication du monde, comme une carrière professionnelle, comme une communauté morale inversée, comme une routine administrative et comme une habitude de violence. Cette combinaison explique pourquoi elle a pu se maintenir et s'intensifier. Elle ne dépendait pas d'un état émotionnel passager, mais d'un système qui transformait la cruauté en normalité. Guerre totale et extermination. Pourquoi la haine est devenue irréversible?
Lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne puis étendu la guerre vers l'Est, la SS s'est retrouvée à administrer un espace où vivaient des millions de Juifs. Cela a changé l'échelle du problème tel que le définissait le régime lui-même. L'antisémitisme nazi avait toujours été expansif. Il imaginait les Juifs comme une menace mondiale. Mais désormais, cette menace devenait, selon ses propres critères, visible, quantifiable, enregistrable. Et pour la SS, qui fonctionnait déjà comme une machine de classification et de contrôle, le défi fut traité comme une affaire d'État. Recensement, registre, ghetto, contrôle des déplacements, confiscation, travail forcé. La violence s'est encore davantage systématisée, et la séparation des Juifs du reste de la société est devenue une réalité physique. Les ghettos ont constitué une étape cruciale pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils ont consolidé l'idée que les Juifs n'étaient pas des citoyens, mais une population administrée comme un problème sanitaire, policier et économique. Ensuite, parce qu'ils ont introduit un mécanisme brutal de gestion. La faim, la promiscuité, la maladie et la mortalité comme résultats prévisibles. Pour la SS, cette souffrance n'était pas un accident, elle faisait partie du dispositif. La déshumanisation ne se limitait plus à la propagande ou aux lois, elle devenait un paysage. Et lorsque la souffrance devient un paysage, le seuil moral pour franchir l'étape suivante s'effondre de manière dramatique. La guerre a également renforcé le mythe central qui alimentait la haine SS, l'idée d'une conspiration judéo-bolchevique. Dans la vision nazie, le communisme n'était pas seulement une idéologie rivale, il était l'expression politique d'un ennemi racial. Cette fiction transformait la guerre contre l'Union soviétique en une croisade existentielle. Et dans une croisade existentielle, la violence contre les civils peut être présentée comme de la sécurité. Si l'ennemi est partout, alors le civil cesse d'être civil et devient suspect. La SS, par sa formation, s'inscrivait parfaitement dans cette logique. Elle était préparée à agir contre des ennemis intérieurs sous le couvert de la guerre. Dans ce contexte, apparaît une dynamique qui rend la haine irréversible, l'accumulation d'actions criminelles et la nécessité du secret. À mesure que le système se radicalise, il a besoin de se dissimuler. Et plus il se dissimule, plus il se coupe de tout contrôle social. La SS a largement opéré dans cet espace. Ordres verbaux, euphémismes bureaucratiques, chaînes hiérarchiques fermées, zones restreintes. Le secret n'empêchait pas seulement la résistance. Il évitait aussi que les exécutants soient freinés par le regard public. Et dans l'obscurité administrative, la cruauté devient plus facile. La décision de passer de la persécution à l'extermination a été alimentée par plusieurs facteurs pratiques, en plus de la haine. Il y eut des problèmes logistiques. Que faire des populations confinées? Comment gérer les déportations massives? Comment éviter les épidémies dans des zones surpeuplées? Comment maintenir le contrôle dans des territoires occupés avec des ressources limitées? Il est important de le dire clairement, ces problèmes ne justifient rien, mais ils aident à comprendre la manière de penser de la machine SS. Dans sa logique, les Juifs constituaient une population incompatible avec l'ordre qu'elle voulait imposer. Lorsque la guerre a intensifié les pressions, la SS a recherché une solution finale, non comme un excès, mais comme la clôture idéologique et administrative d'un processus qui montait en puissance depuis des années. La notion même de solution est révélatrice. Elle montre comment le langage bureaucratique peut transformer un crime en gestion. Pour la SS, l'extermination ne fut pas formulée comme une explosion de haine irrationnelle, mais comme une politique à organiser, coordonner et planifier. Trains, listes, quotas, camps, itinéraires, gardes. La même logique qui avait ordonné les registres et les déportations pouvait désormais ordonner les assassinats de masse. C'est l'un des aspects les plus troublants. La SS ne se contentait pas de haïr, elle savait administrer. Et lorsqu'une institution administre la haine, elle peut le faire de manière industrielle. Un autre aspect qui a rendu la haine irréversible fut la relation entre violence et cohérence idéologique. Une fois engagé dans la destruction, reculer aurait impliqué d'admettre que l'ennemi n'était pas aussi absolu qu'on l'affirmait. Et l'admettre aurait signifié reconnaître que des crimes avaient été commis sans nécessité. C'est pourquoi la radicalisation a eu tendance à s'auto-renforcer. Chaque pas rendait l'arrêt plus difficile. En outre, dans un contexte de guerre, le régime pouvait présenter toute retenue comme une faiblesse. La SS, qui se définissait par sa dureté, avait des incitations internes à ne montrer aucune fissure. L'ampleur même du crime a également joué un rôle psychologique. Dans un crime de masse, la responsabilité se dilue encore davantage.
Beaucoup participent à des fragments minimes du processus: surveillance, escorte, administration des biens, classification, transport. Cette fragmentation existait déjà, mais la guerre l'a multipliée. Et plus le système est complexe, plus il est facile pour l'individu de se percevoir comme un technicien plutôt que comme un auteur moral. La SS a exploité cette perception. Le travail devait être accompli et il était présenté comme une tâche de l'État. Le résultat fut une machine dans laquelle l'horreur pouvait fonctionner comme une routine. Il y eut également un changement dans la forme de la violence. Aux premières étapes, la persécution était visible dans les rues, les bureaux, les tribunaux, les boycotts. Avec l'extermination, la violence s'est déplacée vers des espaces fermés, contrôlés, éloignés. Cette distance physique créait une distance émotionnelle. La SS n'avait pas besoin que toute la société participe. Il lui suffisait de contrôler les points clés du processus et de maintenir le secret. Ce modèle réduisait en outre les possibilités de résistance. Il est plus facile de s'opposer à un acte public qu'à une procédure dissimulée derrière des barrières, des autorisations et la peur. La haine SS envers les Juifs est devenue encore plus absolue parce que, dans la logique interne du régime, l'ennemi était responsable de tout. Si la guerre se compliquait, c'était à cause de la conspiration. S'il y avait des partisans, c'était par instigation. Si l'économie souffrait, c'était par sabotage. La réalité pouvait démentir la fiction, mais la fiction était utile. En temps de crise, les systèmes totalitaires tendent à intensifier la recherche de boucs émissaires. La SS, en tant que gardienne idéologique, s'est accrochée au récit avec encore plus de force. Et plus la situation militaire allemande devenait désespérée, plus la répression contre ceux définis comme ennemis intérieurs pouvait devenir brutale.